La dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé. Le rideau s'ouvre sur un homme qui n'a plus rien à cacher. À 82 ans, Eddie Mitchell ne joue plus le rôle du crooner détaché. Il se retourne et ose nommer ceux qu'il n'a jamais supportés. Derrière son costume sombre, derrière ses lunettes de soleil, se cache un caractère entier, parfois brutal, qui n'a jamais toléré les faux-semblants. Depuis les années 60, la légende a grandi. Monsieur Eddie, pionnier du rock français, acteur reconnu, ami des géants, mais aussi adversaire implacable quand l'ego des autres croisait le sien. Car le monde du spectacle, c'est aussi un champ de bataille invisible. Dans les loges enfumées, dans les couloirs de la télévision, derrière les applaudissements, il y avait des regards noirs, des pics acérés, des rivalités qu'aucun projecteur ne révélait. Mitchell n'a jamais cherché à se faire aimer de tout le monde. Il a préféré la franchise au silence, l'ironie à la complaisance. Résultat, 5 noms, 5 figures incontournables de la chanson et du cinéma qu'il ne pouvait tout simplement pas encadrer. 5 histoires de désaccords, de blessures et d'orgueil qui dévoilent un Eddie Mitchell plus humain, mais aussi plus redoutable que jamais. Alors, qui étaient ces artistes qu'il tenait à distance? Pourquoi, malgré le respect du métier, ces relations ont-elles viré au froid, parfois à la confrontation? Ce récit n'est pas une légende dorée, c'est le revers du décor, là où la lumière des projecteurs éclaire aussi les ombres les plus tenaces. Numéro 8. Charles Aznavour. Un soir, dans les coulisses d'une émission de télévision des années 70, Eddie Mitchell croise Charles Aznavour. L'un arrive détendu, les mains dans les poches, un sourire ironique aux lèvres. L'autre vérifie chaque détail, exige que la lumière tombe exactement sur son visage, que le micro capte le moindre souffle. Rien qu'à cet instant, tout est dit. 2 manières d'être artiste, 2 univers impossibles à réconcilier. Pour Eddie, Aznavour représentait une forteresse de conventions. Des textes travaillés au scalpel, des orchestrations soignées jusqu'à l'obsession, une discipline quasi militaire. Mitchell, lui, venait du rock. Il aimait l'énergie brute, la spontanéité, les dérapages qui donnent vie à une chanson. Aznavour polissait les diamants, Eddie préférait la poussière et le rugueux. Le fossé était générationnel autant qu'esthétique. Aznavour avait bâti sa légende sur la persévérance et le classicisme, tandis que Mitchell s'était forgé dans le vacarme des guitares électriques. L'un s'adressait à un public sensible, avide d'émotions intimes. L'autre parlait à une jeunesse en colère qui voulait casser les codes. Le respect existait, bien sûr, mais sans chaleur. Quand leurs regards se croisaient, il y avait comme un mur invisible. Aznavour incarnait pour Mitchell ce qu'il avait toujours voulu fuir, l'académie, la bienséance, le poids d'une tradition qui corsetait la scène française. Eddie avouera plus tard qu'il n'avait jamais pu encadrer cette rigidité, cette manière d'imposer son art comme une leçon. Entre eux, il n'y eut jamais d'explosion spectaculaire, pas d'insulte publique. Mais une tension sourde, permanente, faite de gestes retenus et de silences glacés. Comme 2 planètes éloignées, condamnées à tourner autour du même soleil, sans jamais se frôler. Pour Mitchell, Aznavour n'était pas un ennemi. Il était l'opposant naturel, le miroir inversé. Et c'est peu, être cette opposition, muette mais tenace, qui explique pourquoi son nom figure parmi ceux qu'Eddie ne pouvait pas voir en peinture. On raconte qu'un jour, dans les loges de l'Olympia, Charles Aznavour répétait sans relâche une chanson, insistant pour que chaque nuance soit parfaite. Eddie Mitchell, assis un peu plus loin, lâcha en riant « On n'est pas à l'opéra, Charles ». Le trait était ironique, mais il avait le poids d'une gifle. Aznavour, qui ne plaisantait jamais avec son art, resta de marbre, mais son regard trahissait l'agacement. Dès lors, la distance entre eux devint abyssale. Mitchell ne supportait pas cette obsession du détail. Pour lui, la scène devait vivre, trembler, respirer l'imprévu. Aznavour, lui, voulait tout maîtriser. Le tempo, la lumière, jusqu'au dernier mot de ses musiciens. 2 visions inconciliables. Dans les couloirs de l'ORTF, les anecdotes abondent. Aznavour exigeant silence absolu pour ses réglages, Mitchell lançant une blague grinçante qui détendait tout le monde sauf l'intéressé. Les interviews accentuaient encore la fracture. Aznavour se définissait comme un artisan, un ouvrier qui polissait ses chansons à la sueur du front. Eddie, plus nonchalant,
déclarait qu'il suffisait de faire sonner la musique et d'y croire. Les journalistes adoraient monter en épingle cette opposition, et chacun jouait son rôle. Mais en privé, la gêne était réelle. Deux hommes incapables de se rejoindre, comme si l'air même manquait lorsqu'ils partageaient une pièce. Leur rivalité n'explosa jamais en scandale public, mais se traduisit par une froideur constante. Pas d'éclat de voix, seulement des piques, des regards, cette impression qu'ils se toléraient sans jamais se comprendre. Eddie avouera plus tard « J'admirais son parcours, mais je ne pouvais pas vivre dans son monde ». Une phrase qui résume tout. Pour le public, Aznavour et Mitchell appartenaient à la même famille de la chanson française. En réalité, ils s'observaient comme deux étrangers. L'un cherchait la perfection, l'autre la vérité brute. Et entre ces deux routes, aucun pont n'a jamais pu être construit. Numéro 4. Johnny Hallyday. Un soir de répétition, dans une salle parisienne, la tension éclata au grand jour. Johnny Hallyday, nerveux, exige que tout le monde se taise. Eddie Mitchell, imperturbable, lance une remarque ironique. « Calme-toi, tu n'es pas Presley ici. » Le silence se fige, l'atmosphère se durcit. Ce moment résume à lui seul l'amitié orageuse des deux plus grandes icônes du rock français. Dans les années 60, ils avançaient côte à côte, portés par la même fièvre américaine, blouson noir, guitare saturée, salle bondée. Pour le public, ils étaient presque interchangeables. Deux visages d'une même révolution musicale. Mais derrière les sourires et les duos improvisés, chacun savait qu'il n'y avait de place que pour un seul roi. Johnny brûlait les planches. Eddie cultivait une distance plus ironique, presque méfiante. Les médias n'arrangeaient rien. Chaque succès de Johnny était présenté comme une gifle pour Eddie, et chaque virage cinématographique de Mitchell comme une échappée que son ami n'avait pas osée. Cette comparaison permanente alimentait une jalousie silencieuse. Johnny ne supportait pas que Mitchell, moins flamboyant, attire tout de même un respect solide. Eddie, de son côté, trouvait insupportable que son ami cède aux excès et aux drames comme si sa vie devait être une tragédie en continu. Leur amitié se construisit ainsi, faite de rires francs et de silences glacés. Frères d'armes quand il s'agissait de défendre le rock français, mais rivaux dès qu'il fallait partager la lumière. Eddie l'a dit un jour, « Avec Johnny, on s'aimait comme des frères, donc on se disputait comme des frères. » Ce mélange d'affection et d'agacement explique pourquoi, malgré l'histoire commune et les moments de fraternité, Johnny Hallyday figure parmi ces artistes que Eddie Mitchell ne pouvait pas voir en peinture. Les tensions entre Eddie Mitchell et Johnny Hallyday ne restaient pas confinées aux loges. Elles éclataient parfois sous l'œil des caméras, là où rien ne pouvait être dissimulé. Dans les années 70, invité sur un plateau télé pour chanter ensemble, Johnny improvisa un passage, rallongeant volontairement le morceau. Eddie, surpris, dut le suivre mais lança, en direct, un regard froid qui en disait long. Le public rit, croyant à une complicité taquine. Mais dans les coulisses, Eddie lâcha sèchement. « Tu veux toujours être le centre du monde, Johnny. » Johnny, de son côté, n'aimait pas que Mitchell le ramène à la réalité. Quand Eddie évoquait, dans une interview, les dérives de son ami, Hallyday le prenait comme une trahison publique. Pour Johnny, la scène devait rester un mythe, même si sa vie privée se consumait. Pour Eddie, au contraire, il fallait savoir garder la tête froide. Cette différence de philosophie les éloignait sans cesse. Sur scène aussi, leurs caractères s'entrechoquaient. Lors d'un concert caritatif, Johnny voulut pousser les amplis à fond, jouer plus fort, plus long. Eddie, plus pragmatique, rappela les contraintes techniques. Johnny explosa, Eddie resta de marbre. Le concert eut lieu, mais leur relation en ressortit ébranlée. Les médias flairaient ces tensions et savaient les amplifier. Chaque mot d'Eddie, chaque soupir de Johnny devenait une brouille relayée dans la presse. Et si les deux tentaient parfois de calmer le jeu, la vérité était simple. Derrière leur amitié sincère existait une compétition jamais résolue. Dans les dernières années, la réconciliation apparente des vieilles canailles fit croire à une paix retrouvée. Mais même là, Eddie confia à demi-mot que partager la scène avec Johnny restait épuisant, tant l'ego de son vieil ami prenait toute la place. L'affection demeurait, mais elle était faite de blessures jamais refermées. C'est pour cette raison qu'au moment de dresser la liste des artistes impossibles à supporter, le nom de Johnny Hallyday surgit naturellement. Pas par haine, mais parce qu'aimer un frère, parfois, c'est aussi ne plus pouvoir le voir. Numéro 3. Claude François.
Parmi tous les artistes que croisa Eddie Mitchell, Claude François fut sans doute celui qui l'irrita le plus par son obsession du contrôle. Clo-Clo, c'était l'exact opposé de Monsieur Eddie, un perfectionniste maladif, obsédé par la mise en scène, réglant la position de chaque danseuse, la couleur de chaque projecteur, la longueur de chaque costume. Mitchell, lui, ne croyait qu'à l'essentiel. Une voix, un bon riff, une énergie brute. Dès leur première rencontre à la télévision, la fracture fut évidente. Claude François passait des heures à répéter avec ses danseuses, les fameuses Claudettes, jusqu'à l'épuisement. Eddie, témoin amusé, lâcha un jour. On dirait une armée en manœuvre, pas un spectacle. La remarque fit sourire l'équipe, mais laissa Clo-Clo glacial. Chez lui, rien ne devait être laissé au hasard. Chez Mitchell, trop de calculs tuaient l'âme de la musique. Leur rivalité se cristallisa dans les années 70, quand la télévision devint le royaume de Claude François. Chaque apparition était millimétrée, chaque geste pensé. Eddie, invité sur les mêmes plateaux, se contentait d'arriver en avance, de chanter avec son naturel nonchalant, sans chercher à séduire par des artifices. Cette simplicité agaçait profondément Clo-Clo, qui voyait dans ce détachement une forme de mépris pour son travail acharné. Pour Mitchell, au contraire, c'était l'obsession de Claude qui frôlait le ridicule. Il confia plus tard qu'il n'avait jamais pu encadrer cette maniaquerie, ce besoin constant de contrôler jusqu'au moindre sourire. Aux yeux d'Eddie, l'art devait respirer, pas suffoquer sous les paillettes. Les deux hommes ne s'insultèrent jamais, mais leurs rapports restèrent glacés. Chaque rencontre semblait rejouer le même scénario. Claude François obsédé par la perfection, Eddie Mitchell campé dans son refus de céder à la mise en scène. Deux visions irréconciliables, deux égos qui ne pouvaient que s'entrechoquer. La télévision des années 70 fut leur véritable champ de bataille. Claude François en avait fait son royaume, transformant chaque plateau en vitrine de son obsession. Projecteurs réglés au millimètre, chorégraphie répétée jusqu'à l'épuisement, apparitions calibrées comme des shows américains. Eddie Mitchell, lui, se contentait de monter sur scène, avec son humour caustique et son chant sans fioriture. Deux philosophies opposées qui, sous l'œil des caméras, ne pouvaient qu'entrer en collision. Un épisode resta fameux. Invité dans la même émission, Clo-Clo exigea que ses danseuses occupent tout l'espace derrière lui. Eddie, placé juste après, lança à voix basse mais suffisamment fort pour être entendu « Attention les filles, laissez-moi au moins un petit coin ». Le public rit, la pique circula dans les coulisses. Et Claude François, vexé, ne lui adressa plus un mot de la soirée. Pour Mitchell, ce genre de remarque relevait de la plaisanterie. Pour Clo-Clo, c'était une attaque frontale contre son image millimétrée. La rivalité dépassait la scène. Dans la presse, les comparaisons fusaient Claude, le perfectionniste au tube calibré, Eddie, le rocker plus détaché mais respecté pour sa longévité. Chaque portrait flatteur de l'un était ressenti comme une provocation par l'autre. Eddie supportait mal cette mise en balance, d'autant plus que l'univers de Clo-Clo, paillettes, chorégraphie, glamour outrancier, lui paraissait étranger, presque étouffant. Avec le temps, cette froideur devint une règle tacite, se saluer poliment, éviter les conversations, s'ignorer dès que possible. Les rares échanges se limitaient à des formules brèves, glacées, et lorsque Mitchell confia, des années plus tard, qu'il n'avait jamais pu voir en peinture Claude François, il ne s'agissait pas d'une haine explosive, mais d'une lassitude profonde face à un univers trop éloigné du sien. Entre l'homme de fer et le franc-tireur du rock, aucune passerelle n'a jamais existé. Sur les plateaux télé, leur rivalité silencieuse se devinait dans chaque geste. Et cette tension, jamais vraiment dissipée, explique pourquoi Clo-Clo occupe une place inévitable dans la liste noire d'Eddie Mitchell. Numéro 2. Serge Gainsbourg. Si Eddie Mitchell avait toujours cultivé une image de franc-parler désinvolte, Serge Gainsbourg, lui, vivait dans la provocation permanente. Quand leurs chemins se croisaient, c'était un choc de deux personnalités fortes, deux artistes qui refusaient de plaire à tout prix, mais qui n'empruntaient pas les mêmes armes. Eddie choisissait l'ironie, l'humour sec, ce détachement qui faisait rire autant qu'il glaçait. Gainsbourg, lui, avançait frontalement. Scandale télévisé, paroles sulfureuses, gestes calculés pour choquer. Mitchell tolérait la provocation quand elle servait l'art, mais il ne supportait pas qu'elle devienne un spectacle en soi. Et pour lui, Gainsbourg franchissait trop souvent cette limite.
Un souvenir marquant revient souvent. Sur un plateau, Gainsbourg, verre à la main, se lança dans une tirade cynique en plein direct. Mitchell, témoin de la scène, souffla « Là, ce n'est plus de la liberté, c'est du cirque ». La phrase fit mouche. Entre les deux, la sympathie laissa place à une froideur palpable. Leur différence se voyait aussi dans la musique. Eddie, nourri de rock américain, privilégiait l'efficacité, le swing, la clarté. Gainsbourg cherchait l'ambiguïté, la provocation poétique, parfois dérangeante. Aux yeux de Mitchell, cette recherche constante du scandale ressemblait à une fuite en avant. Pour Gainsbourg, la simplicité de Mitchell n'était rien d'autre qu'un classicisme sans audace. Cette opposition ne dégénéra jamais en dispute publique, mais leurs échanges avaient la froideur d'un duel silencieux. Mitchell, droit et solide comme un bloc de granit. Gainsbourg, insaisissable, toujours prêt à allumer une nouvelle provocation. Deux figures de la chanson française, deux styles de rébellion, mais une impossibilité totale de se rejoindre. La télévision française fut souvent le théâtre des accrochages implicites entre Eddie Mitchell et Serge Gainsbourg. Sur un plateau en 1980, Gainsbourg, déjà en état second, se lança dans une tirade décousue où il proclamait vouloir provoquer jusqu'à l'écœurement. Mitchell, assis non loin, resta impassible mais lâcha hors micro. Ce n'est pas de la provocation, c'est de l'autodestruction. La phrase circula, reprise par des techniciens amusés, et parvint aux oreilles de Gainsbourg. Dès lors, le climat devint électrique entre eux. Le contraste entre leurs attitudes ne pouvait être plus marqué. Gainsbourg cherchait la transgression partout, brûlait un billet à la télévision, choqué par ses paroles, transformait chaque apparition en scandale. Mitchell, bien qu'ironique et parfois mordant, ne supportait pas ce qu'il voyait comme une mise en scène permanente de la décadence. À ses yeux, l'art devait rester une musique, une voix, un texte sincère, pas un numéro de provocation systématique. Leur pic se retrouvait jusque dans les interviews. Gainsbourg, interrogé sur ses collègues, se permit un jour d'affirmer que Eddie Mitchell était trop sage pour être dangereux. Mitchell, en retour, déclara dans la presse que « la provocation pour la provocation finit toujours par lasser ». Pas de nom cité, mais les allusions étaient claires. Le public, fasciné par ces deux monstres sacrés, savourait ce duel à distance. Pourtant, derrière cette froideur, il y avait aussi une forme de reconnaissance tacite. Gainsbourg savait qu'Eddie ne céderait jamais au scandale facile. Eddie savait que Serge n'abandonnerait jamais ses provocations. Mais cette opposition constante rendait toute complicité impossible. Quand Mitchell dressa la liste des artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, le nom de Serge Gainsbourg y apparut comme une évidence. Non par détestation personnelle, mais parce qu'il représentait exactement ce qu'Eddie rejetait. La provocation érigée en système, le chaos assumé comme une esthétique. Et face à cette vision du monde, Mitchell choisit la distance glaciale. Numéro 1. Claude Lelouch. Si Eddie Mitchell a toujours entretenu des rapports complexes avec ses confrères chanteurs, c'est dans le cinéma qu'il connut certaines de ses confrontations les plus vives. Avec Claude Lelouch, la rencontre prit rapidement la forme d'un duel silencieux. Lelouch, cinéaste au style flamboyant, adorait diriger ses acteurs avec précision, imposant ses choix jusque dans les moindres gestes. Mitchell, lui, refusait d'être façonné. Sur un plateau, il supportait mal qu'on lui dicte chaque inflexion, chaque mouvement. Dès leur première collaboration, la tension se fit sentir. Lelouch demandait de répéter une scène encore et encore, jusqu'à obtenir l'émotion exacte qu'il avait imaginée. Mitchell, exaspéré, lâcha devant l'équipe. « Si tu veux un robot, prends une machine, pas moi. » L'atmosphère se figea. Lelouch, vexé mais implacable, poursuivit son exigence, tandis qu'Eddie s'enfermait dans une froideur de marbre. Le conflit n'était pas seulement une question de méthode, mais de conception de l'art. Pour Lelouch, l'acteur devait se fondre dans la vision du réalisateur, devenir un instrument au service du film. Pour Mitchell, au contraire, le cinéma devait capter la vérité brute de l'interprète, sans corset ni artifice. Ces visions irréconciliables rendaient chaque tournage tendu, chaque scène tournée sous une chape de méfiance. Autour d'eux, les techniciens sentaient la rivalité. Lelouch, passionné, tentait de canaliser l'énergie de Mitchell. Eddie, fidèle à son tempérament, résistait à toute forme de domination. Le résultat à l'écran pouvait être puissant, mais derrière la caméra, l'air était irrespirable.
Ainsi, pour Mitchell, Claude Lelouch symbolisait ce qu'il ne pouvait supporter. Un cinéaste brillant mais autoritaire, qui voulait façonner l'homme autant que le personnage. Une collision frontale entre deux égaux, deux libertés qui ne pouvaient coexister. Leurs différends atteignirent un point de non-retour lors d'un tournage où la tension devint insoutenable. Lelouch voulait une scène précise, un plan long, millimétré, où chaque geste devait correspondre à son scénario intérieur. Mitchell, lui, choisit de jouer différemment, avec son naturel brut, refusant d'obéir mot pour mot. Après la prise, le réalisateur coupa sèchement « Ce n'est pas ce que j'ai demandé ». Eddie répondit du tac au tac. « Et moi, je ne suis pas là pour obéir ». L'équipe resta figée, témoin d'une confrontation frontale. Ce n'était plus seulement une divergence artistique, mais une lutte de pouvoir. Lelouch considérait que son film devait porter sa signature, qu'aucun acteur n'avait le droit de s'en écarter. Mitchell revendiquait sa liberté d'interprète, son refus d'être modelé comme une marionnette. Deux visions irréconciliables qui transformèrent chaque jour de tournage en duel. La presse s'en fit l'écho, évoquant des incompréhensions entre les deux hommes. Mais en réalité, c'était une hostilité assumée. Mitchell confia plus tard qu'il ne pouvait pas encadrer cette manière d'imposer sa loi, parlant de Lelouch sans jamais citer son nom directement. De son côté, le réalisateur évita les attaques frontales, mais son silence pesait comme une condamnation. Leurs chemins finirent par se séparer. Plus jamais ils ne collaborèrent, chacun restant campé dans son univers. Lelouch poursuivit ses fresques lyriques, Mitchell choisit d'autres réalisateurs plus respectueux de son instinct. Cette rupture scella définitivement leur rapport. Pas d'éclat médiatique, mais une fracture profonde, irréversible. Pour Eddie Mitchell, Claude Lelouch restera l'exemple même de l'artiste brillant mais impossible à supporter, un homme dont l'autorité absolue heurtait sa liberté viscérale. Et c'est sans surprise que son nom clôt la liste des 5 figures qu'il ne pouvait pas voir en peinture. Au terme de ce voyage à travers ses rancunes et ses refus, un portrait inattendu d'Eddie Mitchell se dessine. Derrière le crooner élégant et l'acteur respecté, il y a toujours eu un homme entier, réfractaire au compromis. Aznavour, Hallyday, Claude François, Gainsbourg, Lelouch, 5 noms qui jalonnent autant de confrontations, 5 miroirs où se reflètent les lignes de fracture d'un artiste allergique à la complaisance. En les évoquant, Mitchell ne cherche pas la provocation gratuite. À 82 ans, il n'a plus rien à prouver, ni à dissimuler. Sa franchise est sa dernière fidélité, celle à lui-même. Dans un milieu où beaucoup préfèrent taire leurs rancunes, il ose les nommer, comme on ouvre une fenêtre sur des coulisses pleines d'ombre. Mais au-delà des tensions, une vérité demeure. Eddie Mitchell a traversé 6 décennies de musique et de cinéma sans jamais renier son identité. Sa voix grave, son humour caustique, sa silhouette familière ont marqué la mémoire collective. Ses inimitiés disent autant de lui que ses amitiés, elles rappellent que l'art est aussi affaire d'ego, de divergences irréductibles, et que les plus grands n'échappent pas aux blessures invisibles. Ainsi se referme le récit d'un homme qui n'a jamais voulu plaire à tout le monde, mais qui aura toujours su rester fidèle à son propre rythme. Derrière les rancunes, derrière les piques, ce qu'il nous laisse, c'est une leçon de sincérité. Eddie Mitchell n'aura jamais été un mythe lisse, mais un être de chair et d'ombre, un artiste dont l'intransigeance est devenue, paradoxalement, la plus belle des fidélités.